Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je me porte à merveille et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne des rocks, ceux qui rêvent, qui osent et qui créent. Ici on parle d'entrepreneuriat, de leadership, de business, de mindset, de soft skills, bref, de tout ce qui permet à chacun de prendre conscience de son potentiel et de l'exploiter au maximum. Aujourd'hui, on va parler business et on va voir un aspect important justement sur le continent africain, c'est la contribution de la diaspora. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs années, la diaspora africaine est très déterminante dans le développement du continent. C'était déjà le cas avant, mais ça s'accentue vraiment depuis un certain nombre d'années. Il y a un vrai retour de la diaspora, une prise de conscience avec de vrais investissements. Par contre, il y a également beaucoup d'échecs. C'est vrai qu'on nous parle souvent des gens qui réussissent, qui reviennent, qui réussissent sur le continent. On ne nous parle que de ces success stories-là. Il y a des ponts aujourd'hui, ok, mais il y a également de nombreuses personnes qui se cassent la figure. Moi, j'en connais personnellement plusieurs et j'entends des cas un peu partout, hein, dans toutes les capitales africaines où je passe. Alors, qu'est-ce qui explique que de nombreuses personnes de la diaspora, malgré leur volonté, ne parviennent pas à monter des projets qui fonctionnent. Des projets, je veux dire, sur le plan entrepreneurial. On va en parler aujourd'hui. On va voir 5 raisons particulières qui expliquent en fait l'échec de la diaspora. Parce qu'il y a plus de gens en fait qui se cassent la figure que de repats ou de membres de la diaspora qui, en fin de compte, réussissent. Donc c'est important d'en parler pour pouvoir identifier les causes et essayer de changer cet état de choses-là. On va plonger dans le vif du sujet. Juste avant, je vous invite à vous abonner. Abonne-toi. Et ça permettra à la communauté de continuer à s'étendre. Ainsi, on pourra vraiment avoir un impact sur le continent grâce à ce que nous produisons ici comme contenu tous les jours. Alors, il faut déjà savoir que sur le continent africain, en fait, il y a 1,4 milliard de personnes environ. Et ça, ce sont des chiffres, je crois, qui datent d'1 ou 2 ans. D'une année ou de 2, et ça va continuer. On sait qu'à l'horizon 2050 ou 2100, la démographie en Afrique va être extraordinairement élevée. On a également au niveau de la diaspora des investissements importants. Donc on a un gros marché à cause de la population, de la démographie, avec tous les enjeux et tous les challenges que ça représente. C'est une bonne nouvelle, mais c'est également compliqué. Et donc ça attire énormément les investisseurs de partout, mais également les investisseurs d'Afrique. Et en 2020, selon un rapport de la Banque mondiale, il y a eu 60 milliards de dollars investis par la diaspora. C'est énorme. Enfin, rapatriés, on va dire, hein, de fonds rapatriés sur le continent, pas investis. Parce que ces 60 milliards, ils ont servi à beaucoup de choses. Il y a les aides qu'on apporte aux familles, il y a les œuvres caritatives réalisées également par les membres de la diaspora, il y a après une part, évidemment, pour les investissements également, c'est-à-dire tout ce qui va être du business réel. C'est quand même une somme importante. Et on se demande pourquoi on ne remarque pas plus d'impact, justement, avec tous ces investissements colossaux-là. Les membres de la diaspora sont souvent confrontés à un certain nombre de problèmes. Ils sont eux-mêmes responsables d'une partie d'entre eux et ils sont parfois les victimes d'une autre partie. Donc, comme je disais, on va voir 5 facteurs clés. Le premier, c'est le manque de connaissance du terrain. Il y a beaucoup de personnes qui, lorsqu'elles veulent investir en Afrique, ne tiennent pas compte des particularités. Déjà, quel que soit le continent sur lequel vous investissez, vous devez tenir compte des particularités du marché pour comprendre les besoins, les attentes des consommateurs, mais également les usages, les pratiques, les tendances. Et ça se fait au moyen d'études de marché, normalement, ou s'il y a d'autres solutions, il faut les mettre en pratique, parce que sinon, vous foncez dans un mur assez souvent. Je connais pas mal de gens qui ont tenté de répliquer des projets qu'ils ont vus ailleurs, soit en Occident, soit dans d'autres pays africains, dans leur pays d'origine ou dans un pays africain qui les intéressait en termes d'investissement. Et au final, ça n'a pas fonctionné parce qu'ils n'ont pas tenu compte des particularismes. Donc, vous ne pouvez pas prendre des projets et faire des copier-coller. Même si vous pensez que les Togolais sont un peu comme les Béninois ou que les Camerounais ont des traits communs avec les Ivoiriens, etc., vous ne pouvez pas partir de ces présomptions-là et lancer un business. Il faut étudier le marché. Et ça, c'est une erreur que beaucoup de gens commettent, surtout les gens de la diaspora, qui arrivent en se disant, allez, j'ai vu telle chose dans tel pays, je vais le faire, j'ai les moyens, je sais comment ça peut fonctionner, on va y aller. Et ils brûlent certaines étapes, pas tous, heureusement, mais une bonne partie, et finalement, les résultats ne sont pas au rendez-vous. Donc ça crée un véritable problème. Et c'est un point essentiel, c'est une véritable épine. Le deuxième facteur un peu lié à celui-là, c'est le complexe de supériorité. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, il faut enlever ce manteau-là de supériorité qui passe par
un complexe de supériorité intellectuelle ou parfois même sociale, parce que moi, ça me fait bien rire. J'ai moi-même vécu à l'étranger longtemps, j'ai étudié en France longtemps, je suis rentré, je n'ai jamais eu ce genre de complexe, et il y a des gens qui sont restés moins longtemps que moi, par contre, et qui, déjà après les 2-3 premiers mois, parlaient en faisant le choco, comme on dit, déjà en changeant l'accent, en prenant les gens de haut, quand ils rentrent en vacances. Tout ça, ça joue. Et je fais une parenthèse ici pour dire que vous devez arrêter d'utiliser le mot bled. Que vous soyez membre de la diaspora ou que vous soyez des personnes qui vivent sur le continent, bled, c'est un mot péjoratif. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent sans s'en rendre compte, mais c'est grave. Parce que un bled, aller chercher la définition, c'est vraiment un coin paumé, quoi. Donc, quand certaines personnes utilisent le mot bled pour parler de leur pays tout le temps, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut en avoir comme perception? Il est normal qu'en rentrant, au final, vous voyez, vous aperceviez ces personnes-là se comporter de façon hautaine, minimiser un peu les autres, que ce soit les gens avec qui ils sont allés à l'école, plutôt pour ceux qui ont vécu au pays, ou des membres de leur famille, etc. Ceux qui ne sont pas nés dans les pays africains, qui sont des Africains nés en Occident, c'est encore pire, parce qu'eux, ils sont complètement déboussolés, mais c'est vrai qu'il y a moins de cas dans cette catégorie qui rentrent et qui décident d'entreprendre du jour au lendemain, par exemple. Hein, on rencontre beaucoup plus de personnes qui ont quand même grandi un certain temps en Afrique avant de s'expatrier et qui reviennent. Donc, ce complexe-là, il faut le mettre de côté. Déjà, il n'a pas de raison d'être et vous n'êtes supérieur à personne quand vous arrivez ici. Parce que si vous vous comportez comme les Occidentaux, comme les Blancs, comme on dit, qui viennent et de façon cavalière parfois traitent les Africains de manière pas très convenable, si vous-même vous faites ça à vos propres frères, ils vont pas vous louper. Ça c'est sûr. Ils vont pas vous louper. Dès qu'ils vont pouvoir vous escroquer ou alors vous conduire sur une mauvaise piste, ils vont se venger. Il y a des cas comme ça. La façon dont vous parlez aux gens, la façon dont vous les traitez, la façon dont vous échangez avec eux, la façon dont vous créez le rapport et l'interaction, ça compte. Donc, ça n'a l'air de rien, mais j'en parle. Je sais que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Beaucoup de gens qui vivent sur le continent et qui ont déjà eu à remarquer ce genre de comportement de la part des benguistes, comme on dit. Ça ne vous aide pas lorsque vous rentrez pour investir ou développer des business. C'est important, d'accord? Donc, redescendez et comportez-vous normalement. C'est très important. Troisième point, on est toujours sur la gestion des différences. Les conflits, en fait, qui naissent de l'inadaptation sociale et culturelle. D'accord? Les membres de la diaspora ne font pas suffisamment d'efforts. Il y a des gens qui sont partis après le bac et qui, après 4, 5, 6 ans, ont oublié ou font semblant d'oublier, en fait, comment ça se passe chez eux. Bon, il y a ceux qui savent pas, ça je peux comprendre. Il y a également ceux qui restent très longtemps, qui restent peut-être 10, 15 ans, ils travaillent en Occident longtemps avant d'entrer et qui sont un peu déboussolés en arrivant. Parce que il y a en fait, quand on parle de management interculturel par exemple, moi c'est ce que j'ai étudié, j'ai un master en management interculturel, donc c'est quelque chose que j'ai eu la chance de toucher d'assez près. Il y a ce facteur d'adaptation qui compte et c'est dans tous les domaines. Vous arrivez quelque part, si les gens marchent sur la tête, vous devez apprendre à marcher sur la tête dans une certaine mesure. Donc, si vous n'arrivez pas à comprendre comment ça fonctionne au niveau des manières, au niveau des stratégies sur le terrain pour essayer de convaincre les gens, au niveau des approches pour rencontrer un DG, pour rencontrer un responsable, etc., vous aurez du mal. Vous allez passer 4 ou 5 mois à obtenir par exemple un document que quelqu'un pourrait obtenir beaucoup plus vite, ou vous allez dépenser beaucoup plus d'argent parce que vous allez montrer dès le début que vous êtes différent, vous n'êtes pas d'ici, etc. Et quand les gens voient la faille, ils foncent. Donc culturellement et socialement, vous devez vous adapter. Si vous ne pouvez pas le faire, faites en sorte de trouver une personne de confiance qui peut vous aider et vous aiguiller sur le terrain. Sinon, ça va être très compliqué. Les habitudes ne sont pas les mêmes quand vous arrivez en Afrique, elles ne sont pas les mêmes d'un pays à un autre. Il y a des endroits où vous pouvez avoir votre dossier au complet, comme on dit, hein, toutes les pièces pour faire une démarche. S'il n'y a pas le petit billet bleu, par exemple, ou vert, ou violet, en fonction de certaines circonstances, qui est déposé, votre dossier va mettre 6 mois, là il aurait pu mettre 1 ou 2 semaines, parce qu'il va rester en bas de la pile. Alors évidemment, ce n'est pas une bonne chose, parce que là, on est dans des cas où les gens vous incitent à la corruption. On est d'accord que ce n'est pas une bonne chose. Par contre, on doit être également d'accord pour dire que l'entrepreneur est une personne pragmatique. Il y a des cas dans lesquels, évidemment, il faut se rebeller, il faut dire « Non, moi, je ne contribue pas à ça, nanani, nanana ». Mes amis, lorsqu'on est
dans l'urgence et qu'on a besoin de certaines choses pour avancer vite, parfois on se plie à certaines règles du milieu. Et je ne parle pas que de l'Afrique, je parle de partout. Dans certains pays, il va falloir, pour conclure un contrat, aller dîner. Moi, je me souviens en Chine qu'après avoir négocié certaines choses avec des partenaires, en fin de journée, ils nous invitaient systématiquement à dîner. On m'avait déjà dit que c'était comme ça. Et dans ces cas-là, à moins que vous soyez musulman ou dans une situation qui vous interdise de consommer de l'alcool, ben, si c'est pas le cas, en fait, ils vont vous offrir à boire. Ça peut être du vin, ça peut être de l'alcool fort de chez eux. Et ils vont vous pousser à consommer aussi des plats particuliers de chez eux. Évidemment, ils vont pas ouvrir votre bouche pour vous obliger à consommer. Mais ils vont insister, vous allez comprendre que c'est important. Et lorsque vous avez étudié ces paramètres-là, vous comprenez un petit peu. Vous n'allez pas non plus aller, par exemple, au Japon et vous mettre à rigoler à gorge déployée lorsque vous serez en train de signer un contrat ou à une table de négociation. C'est des gens très réservés. En Angleterre, ils ont leur particularité, pardon, aussi. D'accord? Ce sont des gens pudiques, etc. Donc, la façon de se comporter est variable selon les milieux. Et vous devez tenir compte de ça. Et ça joue beaucoup de tours à des gens qui se rendent pas compte de l'importance que revêt la connaissance des habitudes sociales et culturelles. Donc, faites en sorte d'apprendre un petit peu sur l'environnement dans lequel vous allez avant de vous y rendre, de vous documenter, de faire des recherches en ligne, de parler avec des gens et surtout d'être observateur quand vous arrivez pour savoir comment est-ce que ici on danse, comment la musique se joue. Et c'est en fonction de ça que les pas de danse suivent. Ça, c'est très, très important. Cause numéro 4, il y a le problème du réseau. Beaucoup de personnes de la diaspora, lorsqu'elles rentrent, font l'erreur de rester dans une petite bulle. Donc, elles vont contacter d'autres membres de la diaspora qui sont revenus ou qui étaient passés dans le pays il n'y a pas longtemps, qu'elles connaissent, leur demander ah, est-ce que tu connais telle personne, est-ce que tu connais telle personne. S'il y a des associations de report, elles vont rester un peu dans ce cercle-là. Si en plus ce sont des gens qui ont la nationalité française, par exemple, je dis ça parce que nos pays sont largement francophones, en tout cas les pays d'Afrique occidentale que moi je fréquente beaucoup. Et dans ces pays-là, il y a des associations où vous avez de nombreuses personnes qui sont des Africains mais qui ont de la nationalité. Donc, ils rentrent dans ces réseaux qui sont des réseaux utiles. Attention, utiles, très utiles. Mais ce n'est pas suffisant. Vous devez également avoir des réseaux locaux. Et vous devez pouvoir connaître des personnes à droite, à gauche, dans les différents services administratifs. Vous devez avoir une personne, comme on dit, soit un bon petit, soit un assistant, soit je ne sais pas moi, une secrétaire, ou quelqu'un de votre entourage en qui vous avez confiance et qui est un local. Parce que peut-être que vous ne parlez pas bien la langue, ça arrive souvent, ou même si vous parlez la langue, vous ne maîtrisez pas les contours, encore une fois, socioculturels, donc faites-vous assister. Et c'est grâce à ce réseau que vous allez pouvoir nouer des partenariats importants et aller vite surtout. Si vous voulez connaître les réseaux, savoir par exemple où est-ce que vous pouvez trouver un revendeur de pièces détachées ou alors un grossiste de friperie, etc., 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 le réseau local va être très important pour vous. Donc, à défaut d'intégrer des associations, faites en sorte d'avoir votre propre réseau, de tisser des liens, de parler avec des gens du terrain, comme on dit, des gens du terre-terre, d'accord? Des gens qui sont vraiment des hommes de terrain, des hommes et des femmes de terrain, et qui vont vous permettre d'avoir des informations rapides, qui peuvent aller partout, et ne pas avoir uniquement comme contact des grands patrons dans des bureaux qui sont toujours derrière leur ordinateur. Vous savez, comme on dit, hein, c'est bien de connaître par exemple le DG de la police, par exemple, mais ça peut aider de connaître les agents de terrain. Parce que si vous avez une situation que vous voulez régler et que c'est pas quelque chose de gravissime, c'est plus rapide, c'est plus efficace pour vous et ça vous évite de griller des munitions en allant déranger des gens pour des choses qui peuvent être réglées assez facilement. Donc voilà un certain nombre de paramètres importants à prendre en compte. Et je vais finir avec le dernier point, qui est un point essentiel aussi, c'est l'absence de confiance entre les deux parties, c'est-à-dire entre les membres de la diaspora, ceux qui rentrent, et les locaux, ceux qui sont sur place. Il y a un vrai problème de confiance. Les gens qui rentrent ont rarement des relais fiables. Et ça explique pourquoi est-ce que les structures d'intermédiation ont beaucoup de succès. Ce que j'entends par structure d'intermédiation, ce sont les sociétés portées par des gens de la diaspora ou non, mais de plus en plus par des gens de la diaspora qui sont rentrés et qui ont pu se constituer un réseau qui à leur tour vont mettre en place des plateformes qui permettent de connecter
les membres de la diaspora restés de l'autre côté, donc toujours vivant toujours en Occident, qui ont du capital, qui veulent faire des investissements, comme on dit, au pays, en Afrique. Donc il y a de plus en plus de plateformes de ce genre qui ont du succès, ce qui est normal, parce que ce relais-là, ce pont, c'est ce qui manque, puisque ce facteur numéro 5 dont je parle est crucial, l'absence de confiance. Ceux qui sont de l'autre côté du continent n'ont pas confiance en ceux qui sont ici, parce qu'il y a beaucoup de cas d'escroquerie. Des gens se sont fait escroquer par leur propre famille, par des membres de leur famille, par des amis, etc. Donc, ils ne veulent plus envoyer de l'argent sans avoir une véritable garantie sur place. Et c'est ça, en fait, qui freine beaucoup. Moi, je connais pas mal de gens qui me disent Régis, franchement, on a envie d'investir, que ce soit au Bénin, au Togo, en Côte d'Ivoire et tout ça, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé un relais fiable. Est-ce qu'il n'y a pas une structure fiable que toi, tu connais ou que tu portes ou que tu peux recommander, qui gère des investissements pour nous? Parce que c'est plus simple quand c'est une structure qui a le contrôle et qui connaît bien le marché. C'est plus simple pour nous parce que on s'est déjà fait escroquer, parce qu'on a entendu telle histoire de telle personne, balati, patata. Donc il y a ce problème-là. Et comme je disais, c'est dans les deux sens, la confiance. Ceux qui sont sur place ici, ils considèrent parfois les membres de la diaspora ou les repats comme des opportunistes, des gens qui ne viennent pas forcément pour contribuer au développement du continent, mais qui viennent pour faire la loi, jouer les patrons, profiter. Donc il y a une assimilation, en fait, avec les occidentaux purs, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas du tout africains. Quand je dis occidentaux purs souche, il y a une assimilation qui est faite. Et il y a des membres de la diaspora qui se retrouvent dans le même panier, alors qu'eux, ils sont censés être pure souche de chez nous. Vous voyez un peu, c'est comme les métis qui se plaignent de ne jamais être à leur place à 100% nulle part. Quand ils sont des métis, par exemple, caucasiens, enfin européens et afro-européens, ils disent que quand ils sont en Afrique, ben, les gens leur rappellent qu'ils sont blancs, et quand ils sont en Europe, on leur rappelle qu'ils sont noirs. Et les membres de la diaspora, c'est un peu comme ça au niveau du business aussi. Donc cette crise de confiance-là, elle doit être réparée. Et pour le faire, il faut donc ces structures d'intermédiation, c'est bien, tant qu'elles sont sérieuses, je pense que il y en aura de plus en plus, parce que l'engouement pour l'Afrique est important, et c'est logique. Il y a beaucoup d'argent à se faire en Afrique, mais il faut également que les membres de la diaspora, encore une fois, descendent de leur piédestal, comprennent que quand on arrive, il faut savoir s'adapter. J'ai un ami qui me dit que l'une de mes forces, c'est quelqu'un qui m'a observé depuis que je suis rentré. Moi, je suis rentré en 2010, et je suis donc rentré au Bénin depuis, ça va faire 13 ans. Je bouge beaucoup sur le continent, et j'ai un ami qui suit mon parcours et qui m'a dit récemment encore que il a l'impression qu'une de mes forces, c'est de savoir m'adapter, ou en fait de ne jamais perdre la fibre locale. Il dit, mais toi, quand on te voit depuis que tu es rentré, même quand tu étais revenu fraîchement d'un autre environnement, on avait l'impression que tu n'avais jamais quitté le pays. Tu t'adaptes, tu te fonds dans la masse. Et ça, c'est une force. Et je suis d'accord avec lui que c'est une force. Je suis ravi d'avoir cette qualité-là, s'il le dit, et d'autres le disent, donc je pense que c'est vrai. Et je le cultive aussi. Et ça m'a aidé dans bien des cas. Quand je vais en Europe, j'entends la même chose. Mes partenaires là-bas me disent, mais tiens, toi, on n'a pas l'impression que tu as vécu longtemps en Afrique, tout ça. Ah, c'est vrai, tu es venu juste après le bac, mais on n'a pas l'impression, nanani, nanana. Et je vois les portes que ça m'ouvre, je vois le lien que ça crée, je vois la confiance qui s'installe rapidement partout où j'essaie de faire ça. Donc, adaptez-vous et surtout étudiez le marché. Encore une fois pour finir, étudiez le marché. C'est crucial. Vous devez étudier le marché. Pour étudier le marché, il faut le faire vous-même en fonction du business que vous visez, ou alors recourir au service d'une personne qui sait le faire, d'une personne physique ou d'une personne morale qui fait des études de marché. Ce sont des choses que nous proposons par exemple. Nous faisons des études de marché lorsque ce sont de très gros projets. Et sinon, on accompagne les gens de différentes manières avec du coaching aussi par exemple. On fait des séances de coaching où parfois en quelques heures, on donne des clés à des membres de la diaspora qui ont la capacité après de pouvoir avancer plus facilement. Voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que ce sera utile. Pour ceux qui sont de l'autre côté encore, donc du côté de la diaspora et qui veulent investir en Afrique, ça leur permettra de mieux comprendre les choses, j'espère. Et pour ceux qui sont ici en Afrique, ben ça leur permettra aussi peut-être de temporiser un peu, de comprendre que c'est un avantage pour les deux parties que d'accompagner la diaspora, parce qu'il y a beaucoup d'argent que la diaspora peut mettre dans le business. Elle le fait déjà, mais il y a encore, croyez-moi, les 60 milliards annuels dont j'ai parlé là, chiffre de 2020, ce n'est rien par rapport à ce qui peut se faire.
et qui peut être investi dans le business. Donc, créons des conditions favorables pour qu'il y ait plus de flux et faisons en sorte que ces flux-là soient injectés dans les bons projets au fur et à mesure. Voilà, je laisse les différents liens en description pour ceux qui veulent me contacter ou bénéficier de nos services. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre esprit, de votre mental. Rêvons, osons, créons, soyons rock.